bienvenue dans ce chapitre 2, structure et stéréochimie. Dans ce chapitre, nous allons voir un certain nombre de notions que vous avez déjà eues en L1 et nous allons donc avoir pas mal de rappels. Dans un premier temps, je vous propose de vous munir des deux fascicules. Le premier fascicule qui contient toutes les diapositives sur lesquelles vous allez pouvoir prendre des notes et le deuxième fascicule qui contient les définitions du chapitre 1 et du chapitre 2. Pour commencer, revoyons un peu ensemble la nomenclature, comment passer d'un dessin de molécule à son nom UPAC ou son nom Luisel, et comment passer d'un nom à une structure chimique. Pour cela, il suffit de jouer à la bataille de la nomenclature, de vous reporter aux deux feuillets que vous avez en annexe de votre fascicule de définition. Vous pouvez jouer à deux ou tout seul, exactement comme une bataille navale. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de nommer une case, par exemple D6, et ensuite de chercher soit la structure qui correspond au nom, soit le nom par rapport à la structure. Voyons maintenant ensemble les différents atomes que nous avons vus au chapitre 1. Hydrogène, oxygène, azote et carbone. Nous avons vu ensemble que ces différents atomes, en fonction de leur place dans la classification périodique des éléments, contiennent un certain nombre d'électrons disposés dans les couches de valence et qu'il est donc possible pour eux de former un certain nombre de liaisons, des liaisons simples, des liaisons doubles et des liaisons triples. Dans le cas de l'hydrogène ne peut former qu'une seule liaison, on va dire que cet atome est monovalent. L'oxygène, quant à lui, peut former deux liaisons, on dit qu'il est bivalent. Il peut former donc deux liaisons simples ou bien une liaison double et possède toujours deux doublets non liants que nous avons vus ensemble dans les structures de Lewis. Lorsque l'oxygène est au milieu de ces deux liaisons simples, il forme un angle que vous pouvez voir ici, un angle qui va donner une structure coudée à toutes les molécules avec un oxygène au milieu de deux liaisons simples. Dans le cas de l'azote, l'azote peut former trois liaisons, on dit qu'il est trivalent, et cet atome d'azote porte sur lui un doublet non liant. Il peut donc former trois liaisons simples, une liaison double et une liaison simple, ou bien une liaison triple. Dans le cas des trois liaisons simples, on va dire que cet atome d'azote est tétraédrique, c'est-à-dire que chacun des angles va être de 109 degrés. Dans le cas de la liaison double et de la liaison simple, on va avoir cette fois-ci une structure qui est trigonale avec un angle de 120 degrés. Enfin, dans le cas où l'azote forme une triple liaison, on va avoir une structure qui est linéaire entre la triple liaison, l'azote et le doublet non liant. Dans le cas du carbone, nous avons vu ensemble les différentes hybridations, SP, SP1, SP2, et nous avons vu ensemble qu'il était possible d'avoir différents types de liaisons, soit 4 liaisons simples, on va avoir cette fois-ci une structure qui est tétraédrique. Il est également possible de former une liaison double et deux liaisons simples. Dans le cas par exemple des alcènes, nous allons avoir une structure qui est trigonale. Et enfin, une structure qui est linéaire, comme dans le cas de l'acétylène, avec une triple liaison, l'atome de carbone et une liaison simple. Pour nommer ces molécules, nous allons les représenter avec différents types de formules. Il existe 5 types de formules. La formule brute, la formule développée, la formule semi-développée, topologique et enfin la formule compacte. Dans le cas de la formule brute, que vous connaissez, nous allons juste énumérer le nombre de chacun des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote. Par exemple, nous allons dire C4H6O6. Cette formule brute ne va nous donner aucune information par rapport aux fonctions chimiques qui sont contenues dans notre molécule. Dans le cas de la formule développée, nous allons représenter toutes les liaisons de la molécule. Cette fois-ci, nous allons donc avoir des informations sur les fonctions chimiques de la molécule. Dans le cas de la formule semi-développée, nous allons représenter toutes les liaisons chimiques, excepté les liaisons carbone-hydrogène, pour simplifier la structure et pouvoir dessiner des molécules qui sont un petit peu plus grosses. La formule topologique, quant à elle, permet de représenter les liaisons carbone-carbone par des traits, et seuls les atomes d'oxygène, d'azote, halogénure, phosphore sont représentés puisqu'ils permettent de donner une information sur la fonction chimique. Enfin, la formule compacte, quant à elle, peut être utilisée pour des très grosses molécules et pour encore simplifier l'écriture de la molécule. On utilise des abréviations
pour les substitutions radicaux alkyles, comme par exemple les groupements éthyle, butyl, propyle. Et il est ainsi possible de simplifier grandement la structure. Par exemple, sur cette molécule, vous voyez que le groupement éthyle a été représenté par l'abréviation ET, et de l'autre côté, le groupement butyl a été remplacé par le groupement but. Voyons maintenant comment donner encore plus d'informations à la représentation de nos molécules. Et justement, donner des informations sur tout ce qui est stéréoisomérie, informations par rapport à la structure dans l'espace de la molécule. Il est possible d'utiliser 3 types de représentations pour donner ces informations: la représentation de Cram, la représentation de Newman et la représentation de Fischer. Voyons dans un premier temps la représentation de Cram. La représentation de Cram permet de représenter les liaisons carbone-carbone principales, le squelette de la molécule, dans le plan de la feuille. Ensuite, il est possible pour chacun des carbones qui peut être tétraédrique de représenter les différents groupements, soit dans le plan de la feuille, soit en avant ou en arrière de la feuille. Il est donc possible d'avoir différentes structures. Si vous regardez la molécule qui est représentée ici, en fonction des rotations des liaisons sigma, il est donc possible de représenter de manière différente en avant ou en arrière cette molécule, et donc d'obtenir des représentations de dessin sur la feuille totalement différentes. Voyons maintenant la représentation de Newman. Dans le cas de la représentation de Newman, nous allons avoir besoin de la représentation de Cram, qui met en valeur les groupements dans l'espace pour savoir s'ils sont en avant ou en arrière. Nous allons placer notre molécule de telle manière ici que notre alcool est en avant. Hop. Et nous allons ensuite disposer 2 cadrans. Un premier cadran qui va être par rapport au premier carbone de notre squelette, et un deuxième cadran qui sera sur le deuxième carbone de notre squelette. Nous allons donc nous placer sur la liaison carbone-carbone qui se trouve au centre de notre molécule. Le premier cadran va être disposé ici. Je vais donc placer ma fonction alcool sur votre gauche, avec les 2 groupements hydrogènes en haut et à droite. Et ensuite, je vais disposer le deuxième cadran qui va être derrière, que je vais pouvoir faire tourner, puisque j'ai une liaison sigma avec une conformation. Et je vais pouvoir placer exactement ici mes différents atomes d'hydrogène. La dernière représentation est la représentation de Fischer. C'est une représentation qui est très utile pour tout ce qui est application en chimie médicinale, en biochimie, mais également pour les applications pharmaceutiques. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle permet encore de simplifier l'écriture tout en donnant toujours des informations sur la structure dans l'espace. Dans un premier temps, nous allons revenir sur la première représentation et nous allons placer notre fonction alcool, qui est la fonction qui est la plus oxydée de notre molécule, vers le haut, ici. Ensuite, nous allons faire tourner notre molécule de telle manière que, toujours avec le groupement alcool vers le haut, je vais placer les 2 groupements qui sont sur les côtés en avant par rapport à vous, comme ceci. Ensuite, au lieu de représenter ces liaisons vers l'avant et ma fonction alcool ici, soit dans le plan, soit en arrière, je vais écraser tout le monde de telle manière qu'il n'y aura plus de représentation vers l'avant ou vers l'arrière. Je vais juste avoir des croix qui représentent soit à droite, soit à gauche, la place des différents groupements. Bien entendu, lorsque la molécule est beaucoup plus longue et contient par exemple, dans le cas des molécules de sucre, différentes fonctions alcool avec des carbones possédant des centres stéréogènes et donc possédant des informations stériques différentes, on va avoir des choses qui vont être beaucoup plus compliquées à mettre en place. Voyons maintenant les isoméries. Qu'est-ce qu'un isomère ? Un isomère est par définition une molécule qui a la même formule brute, mais qui va avoir soit des fonctions chimiques différentes, soit une position de la fonction chimique différente. Si vous regardez les 4 molécules de cette diapositive, le 1-butanol, l'éther diéthylique, le 2-butanol ou le 2-méthyl-1-propanol, nous avons
4 isomères différents qui ont la même formule brute, mais qui ont des propriétés physico-chimiques différentes. Pour exemple, je vous ai mis ici les températures d'ébullition. Dans le cas de la molécule A et de la molécule B, le 1-butanol et l'éther diéthylique, nous avons deux fonctions chimiques totalement différentes. Dans un cas, un alcool qui va être situé au bout de la chaîne, et dans l'autre cas, un éther-oxyde qui va se situer au milieu de la chaîne. Les températures d'ébullition sont donc différentes, les propriétés physico-chimiques vont être différentes, et pourtant nous avons bien la même formule brute. Nous allons parler ici d'isomères de fonctions. Dans le cas de la molécule A, le 1-butanol, et la molécule C, le 2-butanol, nous avons deux alcools, donc les mêmes fonctions chimiques, seulement dans un cas, l'alcool est situé au bout du squelette, et dans l'autre cas, il est situé en position 2. Nous avons donc des températures d'ébullition qui sont différentes, et cette fois-ci, nous avons des isomères de position. Enfin, si je compare la molécule D, le 2-méthyl-1-propanol, avec la molécule A, qui contenait un alcool au bout du squelette, nous avons cette fois-ci encore une modification, puisque le groupement méthyle que vous voyez au bout n'est pas à la même position sur le 1-butanol et le 2-méthyl-1-propanol. Nous parlons cette fois-ci d'isomères de squelette. Voyons maintenant les stéréoisomères de conformation et de configuration. Dans un premier cas, les stéréoisomères de conformation. Qu'est-ce qu'un conformère? Vous l'avez vu l'année dernière, un conformère est tout simplement un stéréoisomère de conformation qui ne diffère que par la rotation autour de liaison sigma. Les molécules sont en fait identiques. Si vous prenez par exemple la molécule de butane que vous avez ici, nous avons à chaque fois des liaisons simples qui peuvent donc avoir une rotation autour de leur liaison. Ce qui n'est pas le cas pour une liaison double, comme pour les alcènes. Si je prends la molécule de butane que vous voyez ici, et que je la représente avec mes cadrans que nous avions vus tout à l'heure, il est donc possible de faire une rotation, faisant ainsi tourner le groupement CH3 qui est vers l'arrière, soit du côté gauche, soit du côté droit, soit derrière le CH3 qui est devant, soit tout à fait en bas. Dans ce cas-là, nous allons parler de conformères en anti, puisque les groupements CH3 sont opposés l'un à l'autre. Dans ce cas-là, nous allons parler de conformères éclipsés, et lorsque le groupement CH3 est légèrement vers la droite ou vers la gauche avec un angle différent, nous allons cette fois-ci parler de conformation décalée. Qu'est-ce qu'un stéréoisomère de configuration? Un stéréoisomère de configuration est un stéréoisomère qui nécessite, pour passer de l'un à l'autre, la rupture d'une ou de plusieurs liaisons. Ce sont donc des molécules qui sont cette fois-ci différentes par leur constitution. Si vous regardez les deux molécules qui sont représentées à gauche, l'acide maléique et l'acide fumarique, vous pouvez voir que le stéréoisomère Z et le stéréoisomère E ont des propriétés physico-chimiques différentes, une température de fusion de 140 degrés pour l'acide maléique, une température de fusion de 300 degrés pour l'acide fumarique. Si je veux passer de l'acide maléique à l'acide fumarique, je vais devoir casser la liaison, qui est ici, carbone-COH, pour la mettre dans l'autre sens, puisque ma liaison carbone-carbone est un groupement alcène, c'est une liaison sigma-pi. Impossible donc de faire une rotation. Si vous prenez le cas des deux stéréoisomères de l'alanine, j'ai dans les deux cas une température de fusion de 291 degrés. Ce sont bien des isomères puisque nous avons les mêmes formules brutes, nous avons les mêmes fonctions chimiques. Qu'est-ce qui change? Eh bien, tout simplement, les représentations, leur place dans l'espace des différents groupements par rapport au centre stéréogène. Si vous regardez la molécule de gauche, avec le groupement acide carboxylique et le groupement CH3 dans le plan du tableau, nous avons en avant le groupement amine et en arrière le groupement hydrogène. Dans l'autre cas, nous avons inversé les deux groupements, l'hydrogène est devant et le NH2 est en arrière. Si je représente avec les cadrans, même chose, je vais avoir dans un cas l'amine à droite et de l'autre côté l'amine à gauche. La configuration dans l'espace de ces deux carbones stéréogènes sont différents. Nous allons avoir une configuration R
dans un cas, une configuration S dans l'autre cas. Pour nommer ces différentes molécules et donc donner une information sur leur structure dans l'espace, nous devons retenir les règles de Kahn, Ingold et Prelog. Comment ça se passe? Eh bien, dans un premier temps, nous allons identifier les différents groupements. Ici, un acide carboxylique, ici une amine, un fluor, un hydrogène. Nous allons ensuite regarder les différents atomes qui sont liés directement avec le carbone central. Ici, un fluor, ici, un azote, un carbone et un hydrogène. Puis, nous allons regarder dans la classification périodique des éléments le numéro atomique de chacun de ces atomes, et c'est l'atome qui aura le numéro atomique le plus élevé qui sera prioritaire sur les autres. Ainsi, le groupement fluor va être prioritaire, puis l'amine, puis l'acide carboxylique et enfin l'hydrogène. Dans le cas d'atomes qui vont avoir le même numéro atomique, comme par exemple pour le deutérium et l'hydrogène, c'est celui qui aura le nombre de masses le plus élevé qui sera prioritaire. Voyons maintenant comment appliquer les règles de Kahn, Ingold et Prelog dans le cas de la double liaison. Si je prends la double liaison qui est ici, et que je peux représenter également comme ceci, je vais d'abord, dans un premier temps, placer un axe au milieu de ma double liaison. Je vais regarder à gauche de ma double liaison et à droite de ma double liaison et donner les priorités pour chacun des côtés. Dans un premier temps, à gauche, je vais dire que par exemple, l'atome qui est en vert ici est prioritaire sur celui qui est en blanc ici. Puis, je vais nommer de l'autre côté les priorités et je vais dire que c'est l'atome qui est en bas, en vert, qui va être prioritaire sur le blanc qui est ici. Si je compare à gauche et à droite les priorités que j'ai données, on voit bien que celui qui est prioritaire se retrouve en haut, ici. Par contre, sur votre droite, il se retrouve en bas. Ils sont donc opposés par la double liaison. Dans ce cas, la molécule est donc une molécule qui est sous forme E pour N-Gegen opposé. Voyons maintenant dans le cas d'une molécule qui va être Z. Une molécule Z va donc avoir des groupements prioritaires de chaque côté, mais du même côté de la double liaison. On va parler cette fois-ci de Zusammen Z pour ensemble en allemand. Les règles de Kahn, Ingold et Prelog nous permettent également de définir des configurations R ou S dans le cas de centres stérogènes comme par exemple un carbone stérogène. Si vous regardez ici la molécule de gauche, avec son acide carboxylique, son fluor, son amine et son hydrogène, nous avions ensemble défini les priorités. Nous avions dit que le fluor était prioritaire sur l'amine, sur l'acide carboxylique et sur l'hydrogène. Pour définir une configuration R ou S, rien de plus simple, je vais dans un premier plan me placer dans l'axe de la liaison carbone-fluor, puis je vais regarder les différents groupements qu'il y a autour de moi. Et je vais pouvoir, en fonction de l'ordre de priorité, trouver une façon de tourner qui va être soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Dans notre cas, si je place effectivement le groupement fluor en haut avec à gauche mon amine et à droite nous avions l'acide carboxylique, je vais donc définir un ordre, je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je vais donc être de configuration S. Qu'est-ce que la chiralité et pourquoi et comment une molécule est-elle chirale? Une molécule est chirale lorsque, quand je prends son image dans un miroir, je ne peux pas la superposer à elle-même, exactement comme les mains. Si je prends ma main qui est ici, que je fais l'image dans le miroir, je vais tomber sur mon autre main. Mais ces deux mains ne sont pas superposables dans le miroir. Si je veux passer de l'une à l'autre, il va falloir que je casse des liaisons dans ma molécule pour passer de l'une à l'autre. Lorsque deux molécules sont l'image l'une dans l'autre dans un miroir, on va parler d'une relation d'énantiomérie. On va dire que ces deux molécules sont des énantiomères. Si je reprends ma molécule de tout à l'heure, qui avait un centre stéréogène puisqu'elle possédait 4 groupements différents, mais aussi parce que lorsqu'on prenait son image dans le miroir, il n'était pas possible de la superposer,
Nous avions donc défini une configuration qui, dans le cas de tout à l'heure, était une configuration S. La molécule qui est énantiomère de cette molécule va être de configuration R. Pour passer de l'une à l'autre, je suis obligée de rompre des liaisons et d'en recréer. Comment savoir si une molécule est chirale ou si elle n'est pas chirale? Il suffit de la représenter dans un miroir et ensuite de regarder si je retombe sur la même molécule de départ ou bien si j'ai une molécule qui est différente. Si je prends la molécule qui est en haut et qui contient deux fonctions amines, on peut voir que je n'ai pas de symétrie dans cette molécule, ni d'axe, ni de centre. Si je représente cette molécule dans un miroir, les deux molécules ne sont pas superposables. J'ai deux molécules qui sont différentes. Cette molécule est donc une molécule qui est chirale. Si je prends la molécule qui est juste en dessous, on peut voir au milieu un centre de symétrie. Les deux amines sont symétriques par rapport à ce centre, les deux groupements CH3 également, et les deux groupements cétone également. Cette molécule, lorsqu'on la représente dans un miroir, va donc être l'image d'elle-même dans le miroir. On va dire que cette molécule est achirale. Enfin, la molécule du bas a un plan de symétrie en son centre. Les deux amines sont symétriques par rapport à ce plan de symétrie. Cette molécule est donc achirale. À quoi sert la chiralité en chimie? Lorsque l'on fait de la synthèse organique, par exemple pour des domaines comme la pharmaceutique, il est très important de respecter cette chiralité et de synthétiser des molécules qui sont chirales avec des informations stériques, des informations qui sont celles dont le corps humain a besoin, par exemple pour des applications thérapeutiques. Lorsque l'on veut vérifier dans une synthèse organique que l'on a bien synthétisé la bonne molécule, on utilise un polarimètre. Un polarimètre, qu'est-ce que c'est? D'un côté du polarimètre, nous allons avoir une lumière naturelle qui va rentrer et qui va être polarisée par un polariseur et qui va définir un certain plan de lumière. Lorsque la lumière traverse cette cuve, elle va être légèrement déviée avec un certain angle par la solution contenant notre molécule chirale. On va dire que la molécule de L-glucose est lévogire si le rayon lumineux est dévié vers la gauche, et on va dire que notre molécule de D-glucose est dextrogire lorsque le rayon lumineux est dévié vers la droite. Lorsque je synthétise ce qu'on appelle un mélange racémique, c'est-à-dire un mélange de ces deux énantiomères de façon équimolaire, c'est-à-dire avec la même quantité de l'une et de l'autre, cette fois-ci, le rayon lumineux qui va être dévié d'un côté et de l'autre va être nul par compensation, et donc il n'y aura pas du tout de déviation de la lumière. Comment dessiner les énantiomères et comment passer d'une structure à une autre facilement si je veux représenter des diastéréoisomères et des énantiomères? Nous avons vu ensemble la représentation de Cram, la représentation de Newman et la représentation de Fischer. Lorsque je veux dessiner l'énantiomère en représentation de Cram d'une molécule, il suffit que j'inverse chacun des centres stéréogènes. Si j'avais une configuration S, je vais devenir R. Si j'avais une configuration R, je vais devenir S. Lorsque je représente en Cram les centres stéréogènes, je vais représenter les groupements en avant et en arrière du plan. Il suffit donc que j'inverse deux groupements pour changer la configuration de ce centre stéréogène. Lorsque je représente en Newman avec les différents cadrans, même chose, si je veux changer la configuration de chacun des centres stéréogènes, il suffit que j'inverse deux groupements. Sur la diapositive, l'amine ici est à gauche, avec l'hydrogène à droite. Si je veux représenter l'autre configuration, il suffit que je mette l'hydrogène à gauche et l'amine à droite. Pour la représentation de Fischer, qui dépend de la représentation de Cram, même chose, il suffit juste que j'inverse les deux groupements qui sont à droite et à gauche, et je vais ainsi changer la configuration de mon centre stéréogène. Voyons maintenant comment je passe de molécules qui sont des énantiomères à des molécules qui sont des diastéréoisomères. Nous avons vu ensemble qu'une molécule qui était énantiomère d'une autre
était en fait l'image dans le miroir de cette molécule et que chacun des centres stéréogènes va donc avoir une configuration différente. Mais qu'est-ce qu'un diastéréoisomère? Un diastéréoisomère, c'est également un stéréoisomère, mais qui cette fois-ci va juste être différencié par l'échange d'un ou de plusieurs centres de stéréogènes, mais pas de tous. Si je prends la molécule que vous avez à gauche et qui contient deux centres stéréogènes avec des configurations S et S, et si je veux représenter l'énantiomère, je vais donc changer toutes les configurations. Je vais passer de SS à RR. Lorsque je veux obtenir le diastéréoisomère de cette molécule, il suffit que je change un seul des centres stéréogènes, comme ici par exemple SR ou bien RS. Si je prends la molécule de départ, nous avons obtenu ainsi, en changeant les différentes configurations, 4 molécules différentes. Nous avons donc défini un énantiomère et 2 diastéréoisomères. Comment savoir le nombre de diastéréoisomères que vous pouvez obtenir à partir d'une molécule? Pour ça, rien de plus simple, il suffit de compter le nombre de centres stéréogènes que vous avez dans votre molécule, comme par exemple ici nous avons 2 centres stéréogènes, et d'appliquer la formule 2 puissance n, n étant le nombre de centres stéréogènes. Si vous regardez ici, nous avons 2 centres stéréogènes, nous utilisons donc la formule 2 puissance 2, nous obtenons donc 4 centres stéréogènes. Il peut arriver, attention, que certaines molécules soient identiques lorsque nous avons un plan de symétrie. Dans ces cas-là, nous allons parler de molécules méso. Si vous voulez continuer de vous entraîner, je vous invite à regarder à la fin de votre fascicule. Vous avez les dés de la chiralité qui vous permettent avec certains niveaux, faciles, moyens ou difficiles, de vous entraîner sur une planche de molécules à appliquer les relations d'isomérie. Vous pouvez par exemple prendre une molécule, dessiner sa structure de Lewis, mais également sa formule semi-développée, sa formule développée, et tout un tas de choses comme ça qui vous permettent de vous entraîner. Pour retenir toutes ces formules, toutes ces définitions, le mieux, c'est de passer de l'une à l'autre et de, bien sûr, vous exercer à passer de l'une à l'autre. Je vous invite également, si vous avez du mal à voir mon espace, à vous reporter à la vidéo test que vous trouverez sur YouTube, qui vous dure maximum 5-10 minutes. Vous prenez une feuille de brouillon et vous vous entraînez à retrouver le nom des molécules qui vont être en train de tourner face à vous. Dans certains cas, vous aurez des molécules qui seront chirales, ce sera à vous de trouver également la configuration R ou S de certains centres stéréogènes. Merci de votre attention, j'espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo pour que ce soit utile pour nous et pour vous et pour que nous puissions nous améliorer. Merci à vous.